Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La visite de travail d'inspection en 2e région militaire du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il s'est rendu hier à la base navale centrale de Mars el-Kbir. Forte dynamique de développement local et économique observée dans plusieurs wilayas du pays, notamment à Borj Beji Mukhtar, où une opération d'aménagement est en cours de 2 microzones d'activité. La mascarade des autorisations d'exploitation ont été accordées aux investisseurs industriels et agricoles. On parlera du trouble du spectre de l'autisme et sa prise en charge en Algérie. Un collectif de médecins algériens et québécois ont initié une formation au profit des professionnels des métiers d'accompagnement des enfants autistes ainsi qu'à leurs parents. Un reportage à suivre dans cette édition. L'actualité à l'étranger, notamment dans la bande de Gaza, où des frappes sionistes ont fait 78 morts et de nombreux blessés dans la nuit d'hier, malgré les appels au cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et puis l'actualité sportive avec la Coupe d'Afrique des Nations actuellement en cours en Côte d'Ivoire. La sélection algérienne de football a raté son entrée en lice hier en se contentant d'un nul contre l'Angola. Bienvenue à tous. Dans la dynamique de sa visite de travail et d'inspection en 2e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu dans l'après-midi d'hier à la base navale centrale de Mars el-Kbir, où il a été accueilli par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales. Majda Jahmouna. Dans la dynamique de sa visite de travail et d'inspection en 2e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha s'est rendu dans l'après-midi d'hier, lundi 15 janvier 2024, à la base navale centrale de Mars el-Kbir, où il a été accueilli par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales. Lors de cette visite, le général d'armée a suivi un exposé présenté par le général-major commandant des forces navales, avant de suivre un exposé exhaustif présenté par le directeur général de l'établissement de construction et de réparation navale sur l'état d'avancement des travaux des projets en cours pour procéder ensuite à l'inspection de la chaîne de construction navale ainsi que des unités et des bâtiments navals relevant des entreprises économiques nationales en cours de réparation. Ensuite, le général d'armée a procédé à l'inauguration et la baptisation du remorqueur fabriqué au niveau de l'établissement de construction et de réparation navale. Avant d'assister à sa mise à flot et d'inspecter ce nouveau bâtiment qui vient renforcer nos forces navales dans le cadre du programme de développement et de modernisation de notre flotte navale. Lors de son inspection des différents compartiments du navire, des explications exhaustives sur ses missions, ses composantes et ses caractéristiques ont été fournies au général d'armée par le staff en charge de la réalisation. À cette occasion, le général d'armée a félicité tous les personnels qui ont contribué à cette importante réalisation et les a instruits de veiller à son entretien et son exploitation conformément aux normes en vigueur. De leur côté, les membres du staff chargé de la construction du remorqueur ont exprimé leur fierté de cette réalisation qui constitue une valeur ajoutée à la flotte de nos forces navales avant de prendre une photo souvenir avec le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire.
page économique dans ce journal, d'abord avec le déplacement du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique au complexe sidérurgique d'Al Hadjar. Ali Aoun a révélé la récupération par l'État du foncier non exploité à l'intérieur et à l'extérieur du complexe. Orientation du président de la République. Il s'agit d'une superficie de 215 hectares qui seront réattribués ultérieurement pour de nouveaux investissements permettant l'emploi de milliers de jeunes. Melika Blel. C'est la troisième fois en moins d'un an que le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, visite le complexe Sider d'Al Hadjar. Le ministre a annoncé la récupération de 215 hectares de terrain foncier à l'intérieur et à l'extérieur du complexe en application des instructions du président de la République. La superficie est d'environ 215 hectares. La première parcelle se trouve à l'entrée du complexe. Celle-ci constitue la deuxième parcelle et la troisième se trouve dans le périmètre du complexe. Lorsque ce foncier industriel sera récupéré, il sera consacré à la réalisation de nouvelles usines et projets qui seront spécialisés dans la sidérurgie. Bien sûr, ces terres sont la propriété de l'État. Nous allons faire le nécessaire pour régulariser cette situation. Le ministre s'est enquis du fonctionnement du haut fourneau numéro 2 qui a repris son activité en décembre dernier après un arrêt de 3 mois dû à des perturbations dans l'approvisionnement en coke. Le complexe d'Al Hadjar a bénéficié d'un plan de relance s'étendant de 2024 à 2028. Nous avons centré notre action pour l'année en cours sur 2 axes. Le premier axe a pour objectif de relancer la recherche de manière continue et d'atteindre une production annuelle dépassant les 600 000 tonnes. Le deuxième axe concerne la présentation du plan d'investissement que nous avons soumis aujourd'hui au ministre. L'année 2024 s'annonce chargée pour le complexe d'Al Hadjar, car le nouveau plan de relance va lui permettre, à travers l'augmentation de ses capacités de production, de contribuer aux grands projets qui seront lancés prochainement. Le nouveau plan de relance permettra de revoir le processus de fonctionnement du complexe qui sera approvisionné pour la première fois par le minerai de fer de Garage Billet, en plus du fer d'Al-Wanza et Boukhadra. Les autorités misent également sur le dialogue et la collaboration entre l'administration et les partenaires sociaux pour atteindre les objectifs du nouveau plan de développement. Les exportations du complexe, qui emploie 5 605 travailleurs, ont atteint en 2023 une valeur de 22 millions de dollars. Dans le cadre de la dynamisation de l'activité industrielle dans la wilaya de Borj Beji Mokhtar, compte tenu de son importance géographique, l'opération d'aménagement de 2 microzones d'activité équipées de toutes les commodités est en cours. L'objectif est d'attirer les investisseurs, contribuant ainsi au développement local et économique du pays. Amin Hanafi, Marim Damis. Ce jeune investisseur de la wilaya de Borj Beji Mokhtar s'apprête à donner vie à son projet d'investissement. Déterminé et ambitieux, il explore activement les démarches nécessaires auprès des services compétents pour concrétiser son projet sur le terrain. Nous étions impatients quant à la promulgation de la loi sur l'octroi du foncier économique. C'est une bonne initiative car je suis éleveur caprin et camelin et j'approvisionne les régions d'Adral et d'Orgen en viande rouge. Afin de faciliter la tâche à tous les investisseurs, les pouvoirs publics veillent à créer un environnement propice en aménageant des micro-zones d'activité qui offrent toutes les commodités nécessaires pour encourager des investissements. Au niveau de la commune de Borj Beji Mokhtar, nous avons 2 micro-zones d'activité avec un total de 192 assiettes foncières destinées aux porteurs de projets bénéficiaires de l'ANSEJ et de la CNAC. Après l'achèvement des travaux d'assainissement, nous allons entamer les travaux d'AEP, d'éclairage et la voirie pour un délai de 6 mois. Il s'agit d'une stratégie élaborée visant à mettre en place un développement économique solide et durable, axé sur la diversification des secteurs clés, la promotion de l'innovation et la création d'opportunités d'emploi dans la région.
Toujours dans le but de dynamiser la production et les investissements à Mascara, les autorités ont accordé des autorisations d'exploitation pour les investissements dans le domaine industriel et économique. Les détails avec Emily Siridir. Cette unité spécialisée dans la production de farine et d'aliments de bétail à Mascara connaît une nouvelle dynamique, notamment après l'obtention d'un permis d'exploitation. Elle contribue largement à l'approvisionnement du marché local en aliments de bétail. Cela fait 5 ans que le projet est à l'arrêt et suite aux décisions du président de la République, nous avons repris l'activité. Nous avons aussi eu l'autorisation d'exploitation. 25 ouvriers travaillent dans la minoterie et nous venons de recruter 18 autres. J'ai déposé mon CV au niveau de l'administration et j'ai été embauché très rapidement. Je suis le responsable de production dans cette minoterie. Je supervise le travail des employés. Dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur de l'investissement à Mascara, les autorités concernées s'engagent à surmonter toutes les entraves avec la mise en place d'une stratégie ambitieuse. Nous sommes en train de faire un recensement des projets qui rencontrent beaucoup d'entraves dans leur réalisation et dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, nous allons accompagner tous les investisseurs afin de donner un nouveau souffle au secteur industriel à Mascara, notamment l'industrie de transformation. Pour rappel, 18 autorisations finales ont été octroyées aux différents investisseurs à Mascara dans les secteurs industriels et agricoles. Pas moins de 66 000 litres d'oxygène liquéfié ont été exportés hier vers la Libye depuis l'unité de production des gaz industriels d'Ouargla, Calgaz Algérie. Cette opération est la 3e du genre. D'autres cargaisons d'azote et d'oxygène seront également exportées vers la Tunisie. Yasmine Msoudi. 66 000 litres d'oxygène liquéfié ont été exportés hier pour la première fois depuis l'unité de production des gaz industriels à Ouargla par Calgaz Algérie vers la Libye. L'objectif est d'exporter en priorité vers les pays limitrophes, conformément aux orientations et à l'approche du président de la République, de commercialiser les produits algériens dans les pays voisins comme la Libye. S'en suivra une autre opération du même genre, cette fois-ci d'azote liquide, toujours vers le même pays. À la fin de cette semaine, d'autres cargaisons d'azote et d'oxygène seront également exportées vers la Tunisie. Cette opération est la 3e du genre vers ce pays. Cette unité s'emploie depuis son entrée en production à approvisionner les entreprises nationales et étrangères opérant dans les secteurs pétroliers et pétrochimiques en gaz industriel nécessaire et les établissements de santé en oxygène médical liquéfié. Les unités de Ouargla et de l'Arwat de l'entreprise Calgaz Algérie produisent de l'oxygène médical et de l'azote de qualité supérieure. Les deux unités alimentent tous les hôpitaux du territoire national. L'entreprise Calgaz Algérie sera renforcée d'une 3e unité de production de gaz au niveau de la wilaya d'Adrar en vue de rapprocher les points d'approvisionnement et de commercialisation des gaz industriels de ses clients à travers le territoire national. Santé, cette formation destinée aux professionnels des métiers d'accompagnement des enfants autistes ainsi qu'à leurs parents, initiée par des pédopsychiatres algériens et québécois en collaboration avec la Fédération nationale d'autisme. Reportage Melika Belel. En Algérie, l'autisme demeure une pathologie méconnue. Les enfants atteints de troubles du spectre autistique et leurs familles doivent faire face à de nombreux préjugés. La prise en charge, tout comme les actions de dépistage, demeurent insuffisantes. Un programme de formation à destination des professionnels de la santé et les parents d'enfants autistes a été initié par des pédopsychiatres algériens et québécois en collaboration avec la Fédération nationale d'autisme afin de les soutenir dans la prise en charge des malades. C'est sur les différentes techniques de prise en charge, quelle que soit de la gestion des types de comportement chez les autistes, ou bien même l'apprentissage des enfants autistes à l'école, et aussi comment les prendre en charge dès la petite enfance avec les différents programmes.
Pour nous, au Québec, la prise en charge, c'est d'outiller les parents, leur donner le plus de conseils possible, leur offrir des mini-formations pour les aider là, à soutenir leur enfant au quotidien ou leur adolescent. On va parler de difficultés langagières, la communication sociale, les troubles de comportement. Donc, on est beaucoup dans l'intervention précoce. Les enfants sont pris en charge à partir de l'âge de 2 ans ou 3 ans quand on voit qu'ils ont des déficits et on soutient les familles jusqu'à ce que la personne n'ait plus de besoins ponctuels. Grâce à ces formations, les professionnels de la santé qui travaillent avec des enfants autistes, en particulier les pédopsychiatres, les psychologues, les orthophonistes et les psychomotriciens, vont pouvoir mieux comprendre les difficultés de communication des enfants atteints de troubles autistiques. Aujourd'hui, on a assisté à une formation avec des Canadiens. Donc, le but de cette formation, c'est d'échanger des expériences et pour avoir plus de connaissances, plus d'informations sur surtout la prise en charge des enfants autistes. Nous avons remarqué qu'au Québec, les parents d'enfants autistes sont eux aussi pris en charge. Ils bénéficient de formations pour justement pouvoir prendre en charge leurs enfants autistes. De comprendre l'autisme, les modes de prise en charge, d'intervention et d'accompagnement des parents des enfants autistes. Les formations, le stage et les réunions de suivi pédagogique hebdomadaires renforcent en effet les compétences des professionnels en matière de dépistage, diagnostic et prise en charge. En Algérie, plusieurs mécanismes et mesures sont mis en place afin de garantir une éducation et un enseignement adaptés à travers le territoire national et en adoptant des politiques en faveur de l'intégration de l'enfant autiste dans la société. L'Assemblée populaire nationale a remis hier au Croissant Rouge algérien à Blida d'importantes aides humanitaires composées de grandes quantités de lait infantile et de lits médicalisés au profit du peuple palestinien. Ces aides humanitaires sont le fruit des dons et des contributions des députés du personnel de l'APN. Ce premier convoi d'aide sera suivi d'autres à l'avenir pour atténuer les souffrances de nos frères en Palestine dont les besoins sont croissants. Je vous invite à écouter ces déclarations. Nous avons tenu une séance à l'APN en soutien à la cause palestinienne qui a donné lieu à une série de décisions, notamment la défense de la cause palestinienne dans les forats internationaux et l'envoi d'aide matérielle pour atténuer les souffrances de nos frères dans la bande de Gaza. Le Croissant Rouge algérien salue l'effort de solidarité du peuple algérien et des institutions de l'État envers le peuple palestinien. Les entrepôts du Croissant Rouge restent ouverts pour recevoir toutes les aides destinées au peuple palestinien. Je précise que ces entrepôts contiennent près de 1000 tonnes d'aide destinées aux Palestiniens. Le point situation dans la bande de Gaza à présent où l'interruption totale des communications et des services Internet se poursuit pour le 4e jour de suite en raison de l'agression sioniste en cours. Ces perturbations s'accompagnent d'une escalade des massacres commis par les forces d'occupation sionistes contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, en plus de l'empêchement des efforts visant à secourir et soigner les Palestiniens blessés au cours de la nuit. L'aviation sioniste a bombardé le secteur sud de Khan Younes, épicentre des combats au sol et des raids aériens. Ces dernières semaines, ces frappes ont fait un total de 78 morts et de nombreux blessés dans l'ensemble de Gaza dans la soirée et la nuit d'hier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat nécessaire, selon lui, pour assurer l'aide humanitaire, mais également faciliter la libération des otages. Amel Borba. Après plus de 100 jours de destruction massive, l'enclave palestinienne est devenue un champ de ruines. Notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaid, décrit les conséquences des bombardements incessants de l'armée sioniste, une situation tragique qui plonge les Palestiniens dans un véritable désarroi.
Pour se réfugier du froid glacial de l'hiver et de la pluie, ces Palestiniens aménagent des abris de fortune au milieu des décombres. J'ai dû aménager cet abri pour nous réfugier, ma famille et moi, un tant soit peu du froid. Il n'y a pas de vie ici, pas d'eau, ni de nourriture. Nous vivons au milieu des décombres. C'est un vrai calvaire. Nous manquons de tout et nous côtoyons la mort à chaque instant. Nous avons été déplacés, mais nous restons debout et résistants face à l'occupant. Les enfants sont tous malades. Nous n'avons rien à manger. Pas d'eau potable, ni de réseau d'assainissement. C'est terrible. Dans ce territoire palestinien, l'hiver aggrave la précarité et l'épuisement après les intenses et incessants bombardements menés par l'armée sioniste pendant plus de 100 jours. L'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine estime que les Palestiniens sont soumis au plus grand déplacement de population depuis 1948. Une génération entière d'enfants palestiniens souffre de traumatismes et des milliers de personnes ont été tuées, mutilées et devenues orphelines. Une situation insoutenable, alerte à nouveau le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat nécessaire selon lui pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire. L'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé ont de leur côté mis en garde contre un risque de famine et d'épidémie de maladies mortelles, et ce, en plein froid de l'hiver. Les parlements autonomes d'Espagne ont réaffirmé leur engagement inébranlable en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, principe soutenu par les résolutions des Nations Unies en stricte conformité avec le droit international. Ils ont par ailleurs exprimé leur désaccord avec le changement de position du chef du gouvernement espagnol concernant le Sahara occidental et soulignent en outre avec insistance le statut du Front Polisario en tant que représentant unique et légitime du peuple sahraoui reconnu par l'ONU et les communautés internationales. Place à présent à notre page sport au cœur de la CAN en cours en Côte d'Ivoire après ce jingle. La sélection algérienne de football a raté son entrée en lice en se contentant d'un nul contre l'Angola en match disputé hier soir au stade de la Paix, Bouaké, pour le compte de la première journée de la phase de poule du groupe D. Retour sur le match avec Riyad Belkhadim. L'équipe nationale commence très fort avec un excellent Belaïli qui se met très vite en évidence. À la 17e minute de jeu, passe millimétrée de Belaïli pour Bounejer qui du plat du pied bat le gardien angolais. 24e minute de jeu, le geste est parfait, l'enchaînement superbe, mais le chef-d'œuvre de Bounejer sera finalement refusé pour position de hors-jeu. Les Algériens ne réussiront pas à faire le break. Ils commettront beaucoup de fautes, dont celle de Bentaleb, qui sera fatale. Penalty sifflé à la 64e minute de jeu. Il permettra à Mabouloulou d'égaliser. L'équipe nationale ne marquera plus et concède le match nul pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra être plus réaliste face au Burkina Faso samedi prochain.
Je vous invite à écouter la réaction du sélectionneur national Jamel Belmadi à l'issue du match. Apparemment, ce n'est pas le résultat qu'on espérait. On voulait démarrer fort dans cette Coupe d'Afrique, déjà par remporter les 3 points. On savait qu'on allait avoir en face d'une équipe accrocheuse. Son parcours ces dernières années montre à quel point elle est difficile à jouer. On avait dit qu'elle encaissait peu de buts. Ils nous ont donné ça ce soir. On estime, mais bon, c'est notre avis, que c'est pas mérité au regard de la possession, des situations où on s'est retrouvé nombreuses fois dans leur surface de réparation. Et voilà, sur un fait de jeu, encaisser un but, ça a du mal à avaler ça. On arrive au programme de la journée de la CAN avec le déroulement de 3 matchs. Dans le groupe D, Burkina Faso-Mauritanie à 15h à Bouaké. Dans le groupe E, Tunisie-Namibie à 18h à Korogo. Et Mali-Afrique du Sud à 21h à Korogo. Et on termine avec les résultats des matchs disputés hier. Seul le Sénégal a tenu son rang de favori dans les matchs de lundi à la Coupe d'Afrique, nominant la Gambie 3-0, alors que le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée, 1 but partout, comme l'Algérie par l'Angola. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.